commence par préciser que Artificial Mythology, ce n'est pas le titre d'une œuvre ou d'une démarche, c'est littéralement la description de ma démarche, c'est la définition de ma démarche. Autrement dit, en tant qu'artiste passionné de science et de science-fiction, et disons homme de bonne volonté vis-à-vis de mes frères humains, j'ai envie de contribuer à l'émergence d'une mythologie fonctionnelle, adaptée et moderne, pertinente pour le monde d'aujourd'hui, du demain, forcément. Joseph Campbell, qui est donc quelqu'un qui a passé toute sa vie à étudier la mythologie comparée, a dit qu'une société, une civilisation ne peut pas exister ne peut pas fonctionner convenablement sans une mythologie pertinente, une mythologie qui est vivante, qui est en phase avec elle-même. Et donc, voilà, c'est ça mon point de départ. Et ce que je voudrais faire, c'est commencer par voir de quoi on parle. Donc, qu'est-ce qu'une mythologie? Je suis dans la même problématique que mon prédécesseur, donc mes slides sont en anglais. Je ne savais pas trop non plus. Voilà. Mais je pense que ça ne devrait pas poser vraiment de problème. Donc, quand un enfant naît, on commence tous notre trajectoire de la même manière. On sort du ventre de notre mère et, du point de vue de l'enfant, on débarque, littéralement. On commence par débarquer dans une époque, à un moment complètement arbitraire. On peut naître il y a 100 000 ans, on peut naître il y a 1000 ans, on peut naître en 1985, on peut naître ce matin comme on peut naître dans 100 ans. Et on est vraiment catapulté dans le monde face à deux personnes qui s'adressent à toi dans une langue complètement arbitraire également. Donc, il y a 7000 langues aujourd'hui sur la planète. Et ce bébé donc, est projeté dans une langue, dans une culture, dans un paysage. Il peut naître dans une hutte sur une montagne, dans une ville, etc. Il peut naître au bord de la mer, il peut naître sur une petite île. Il est face donc à un paysage culturel aussi. Il naît dans une culture. Il naît à un moment historique, ça peut être la guerre, au moment où il débarque, etc. Et donc ce bébé va faire une prouesse absolument incroyable, c'est que quand il aura 2 ans, en gros, il va avoir intégré tout ça. Il apprend la langue locale, il reconnaît les codes de là où il est, et il commence à devenir un participant au monde dans lequel il a débarqué. Traditionnellement, donc nos ancêtres, toutes les cultures qui se sont succédées dans tous les endroits de cette planète à travers le temps, ont produit un truc qu'on appelle un mythe, une mythologie. Et en gros, un mythe, ça se présente sous la forme d'une histoire, d'ailleurs c'est ça que le mot veut dire, le mot mythe, c'est ça que ça veut dire. Une histoire qui est donc, on va dire, le fondement de leur identité collective, de leur sentiment d'appartenance aussi, au lieu où ils se trouvent, ou s'ils sont des nomades à l'absence de lieu fixe. Donc voilà. Et ce mythe, cette histoire, elle se décline sous forme de rituel. Donc le rituel, c'est plutôt la forme, on va dire, théâtralisée, chorégraphiée du mythe. Et puis ce mythe va également se décliner sous forme de motifs décoratifs dans les parures, dans les objets, sur les bols, sur les tasses, dans les vêtements, etc. les maquillages. Et, traditionnellement, donc toujours selon l'analyse de Campbell, le mythe fonctionne à plusieurs niveaux. Le mythe, c'est un mythe à 4 niveaux d'impact. Une fonction métaphysique. Donc c'est en gros, on va dire, la conscience et l'alignement sur le mystère du monde
la révérence également pour l'immensité du monde et le mystère donc, de la mort, notamment, enfin de la naissance et de cette période étrange entre les deux, qui est donc la période, le bref moment sandwiché entre deux éternités, l'absence, où subitement on se retrouve incarné dans la matière en tant qu'être doté de conscience. Donc ça c'est on va dire le niveau métaphysique du mythe. Ensuite il y a une fonction cosmogonique, c'est-à-dire ça c'est l'histoire, c'est l'origine. D'où venons-nous? D'où vient notre peuple? Qui sommes-nous? Quelle est l'origine de notre groupe? Donc ça c'est l'histoire. Donc le mythe retrace l'origine de pourquoi sommes-nous ici, qui sommes-nous, d'où venons. Enfin, une dimension sociologique. Bon, ça c'est des termes modernes évidemment à l'époque. Alors ça c'est la fonction de groupe. Donc c'est le mythe a aussi pour fonction on va dire de conforter l'ordre moral qui règne au sein du groupement humain, et aussi du point de vue de l'individu, imaginer des vies assez brèves, assez courtes, peut-être une espérance de vie de 25 ans ou 30 ans, ou quelque chose comme ça. Je parle donc sur des dizaines de milliers d'années, donc toutes ces cultures qui se sont succédées. Et donc c'est l'idée que moi, individuellement, je ne suis rien, mais en fusionnant avec ma tribu, mon groupe, en fait, je deviens quelque chose qui est plus que moi, et je fusionne avec quelque chose qui était là avant moi, et qui sera là après moi. Et donc ça, c'est aussi quelque chose qui fait sens, la personne qui participe au mythe, et donc à la mythologie de ce groupe. Et enfin, la dimension psychologique, ça c'est plus communément associé à ce qu'on appelle les rites de passage, c'est-à-dire l'idée qu'on suit cette trajectoire de vie. Il y a des moments fondamentaux, notamment le passage de l'état d'enfant à l'état de membre pleinement participant à la société des adultes. Ça c'est le rite évidemment fondamental, passage à l'état adulte. Et puis aussi les rites finaux, la préparation, on va dire l'effacement justement progressif par rapport à cet état participatif d'adulte et le début de la préparation pour le départ. La méthode du mythe, c'est la poétique. Donc ça s'exprime sous forme, c'est le langage des rêves. Un mythe, ce n'est pas quelque chose de littéral, c'est pas un texte ou une histoire, même c'est un langage complètement métaphorique et qui s'exprime notamment par l'utilisation de masques. Le masque, c'est pour utiliser justement une parole moderne, ce serait l'interface. C'est un miroir, c'est en même temps l'interface avec tout ce qui est derrière le monde de la réalité vraiment plate, on va dire, et immédiatement perceptible. Le masque, c'est la porte, c'est le moyen le plus universel pour passer et pour percevoir en soi et à l'extérieur de soi ce mystère vibrant du monde. Une des choses qui est intéressante quand on étudie la mythologie comparée, c'est que une mythologie, en réalité, ce n'est pas de l'évasion, c'est le contraire. C'est pas de l'évasion. C'est toujours basé sur la meilleure information disponible au moment à cette époque, à cet endroit. Ça veut dire par exemple que les métaphores, justement, vont être complètement différentes selon qu'on est, par exemple, pour dire quelque chose, un peuple des montagnes ou un peuple de Micronésie dans le Pacifique, qu'on est un peuple des plaines ou un peuple dont l'horizon est limité par la forêt. Donc c'est l'information du paysage, c'est le paysage, donc le paysage réel dans lequel on est, qui inspire, qui fournit les images
et les métaphores dans lesquelles le mythe va s'ancrer. Donc c'est toujours basé sur la meilleure... bon, pour donner un exemple, quand les cultures pré-néolithiques, les chasseurs, donc qui est la mythologie dominante à l'époque, c'est donc la mythologie de chasseurs. Donc ce sont des petits groupes d'humains qui sont mobiles, qui se déplacent par groupe de 15-50 personnes. L'imaginaire mythologique est entièrement ancré dans l'acte de tuer l'animal qu'on va manger. Donc c'est la rencontre entre le chasseur et sa future proie. Ce sont des mythologies masculines, donc, une mythologie de tueur. C'est ça vraiment l'acte. Et ce qui est intéressant, évidemment, c'est de se dire que l'animal, ce n'est pas un objet, ce n'est pas un inférieur. L'animal qu'on tue, c'est un dieu. Parce que, et puis tu te dis, mais pourquoi il dit ça? Et puis tu te dis, mais en fait, c'est ce qu'ils vivent. On sait qu'il y avait quelques millions de personnes sur Terre, et qu'on est même passé par un moment par un goulot d'étranglement, où nous n'étions que quelques centaines d'individus sur cette planète. Quelques milliers tout au plus. On a été à 2 doigts de l'extinction plusieurs fois. Donc, un groupe qui se déplace, 99 fois sur 100, quand il rencontre quelque chose, c'est un animal. Donc c'est absurde de se dire que de ne pas imaginer un instant que c'est soi-même qui est au-dessus et l'animal en dessous. Donc le fait de dire l'animal, mon totem, est au-dessus, c'est en fait tout à fait logique. C'est ancré dans la perception réelle du monde, par exemple. Autre caractéristique de tous les mythes, c'est que le mythe est toujours progressif, par opposition à régressif, c'est-à-dire qu'il est toujours vers l'avant. C'est en devenir, c'est orienté vers la transformation, vers le futur. Pour parler par exemple justement des rites de passage par rapport aux enfants, donc beaucoup de rites de passage sont très violents. C'est-à-dire que l'enfant, au moment de passer cette étape absolument fondamentale, on va lui marquer le corps, par exemple, on va lui inscrire, on va le scarifier, dans certaines cultures, on lui casse les dents, on le met pendant 10 jours tout seul parmi les bêtes, il doit survivre, etc. Ce que ça veut dire, c'est qu'en fait, l'enfant, ce qu'on lui dit en faisant ça, c'est qu'on va te marquer dans le corps. Tu n'es plus un enfant. À partir d'aujourd'hui, c'est terminé. Tu ne regardes plus en arrière. Tu dois devenir un membre participant à la société. Tu ne peux plus. On a besoin de toi. Il n'est pas question de régresser. De t'imaginer que tu es encore un enfant. Et pour que tu t'en souviennes bien, on va te le marquer dans ton corps. Bon, ça, c'est un peu une métaphore que j'utilise pour dire qu'en fait, donc dans le contexte qui nous préoccupe, c'est-à-dire évidemment le contexte actuel, on pourrait se dire que peut-être que le monde est en train, en fait la crise dans laquelle nous sommes, c'est une crise qui semble avoir plein de dimensions, une dimension économique, sociale, culturelle, écologique. Donc peut-être que derrière tout ça, il y a une sorte de crise de l'imaginaire, une crise de représentation de nous-mêmes. On n'a pas vraiment un mythe fonctionnel qui nous permet de passer en fait collectivement à l'état d'adulte. Et donc, on constate partout, et notamment en art, des milliers d'exemples de comportements régressifs. En fait. Donc, je ne vais pas faire une litanie de lamentation sur ce qu'on peut voir comme chose régressive, mais enfin, je veux dire, voilà. Et donc, dans la perspective de se dire, bon, ben, en tant qu'artiste, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce qui se passe? Donc voilà, je vais m'attaquer à cette question-là. Et donc la première chose, évidemment, c'est de se dire, bon, ben, qu'est-ce que nous savons? Quelle est la meilleure information disponible sur l'état du monde à laquelle j'ai accès? Et bon, voilà, ça c'est la science qui, évidemment, nous donne ça. Donc toute la fonction cosmogonique du mythe, elle est complètement, enfin la science a une efficacité absolument totale. Et nous avons nos chercheurs, qui est un beau mot, je trouve, en français, les chercheurs. Parce qu'il y a une notion presque d'acharnement là derrière. Donc moi je les appelle aussi les éclaireurs, nos arpenteurs, nos glaneurs,
qui, avec leurs outils incroyables, donc télescope, microscope, etc., puissance informatique, cherchent, scrutent, arpentent, mesurent et nous renvoient toute cette information qui nous arrive de partout à une vitesse de plus en plus accélérée et de manière en fait très fragmentée aussi. Parce que la science jusqu'à présent a été découpée en secteurs, en sous-secteurs, en disciplines, en sous-disciplines, etc. Mais il se fait que depuis très récemment, il y a une sorte de nouveau consensus qui est en train d'émerger, de se faire jour sur, en fait, si on devait vraiment, on va dire, résumer tout le bazar en une phrase, quelle serait cette phrase? Qu'est-ce que je peux dire à cet enfant qui naît et lui donner un repère pour dire, voilà, tu débarques dans un monde qui est ça, voilà, c'est quoi? Qu'est-ce que je lui dis? Donc moi, j'ai, en fait, en réfléchissant à ça, j'ai 3 phrases, en fait, que j'ai envie d'être les repères que je peux donner à cet enfant. Alors la première, qui est de loin la plus importante, c'est que le monde dans lequel le monde qui t'entoure, qu'on appelle l'univers, donc, ce n'est pas l'endroit, c'est pas un endroit, c'est pas l'endroit où tu te trouves, c'est pas... en fait, aujourd'hui, on se dit que l'univers, c'est mieux de penser comme un processus. L'univers est un processus. Ça veut dire que, et alors évidemment, par définition, la conséquence, c'est que l'univers est un processus dont tu fais partie. C'est une idée assez sidérante, en fait, qui est en train d'émerger, surtout depuis les années 90, les 90, et qui est, en fait, à 180 degrés avec la vue qui a dominé pendant tout le XXe siècle, quasiment, et dominé donc, notamment par la vision des physiciens et par on va dire, la fascination avec la deuxième loi de la thermodynamique qui décrit l'univers comme quelque chose qui n'a pas de sens. Plus on regarde, moins on voit de sens. L'univers est un système dégénératif, en fait, où l'énergie se dissipe. Et cette vision donc, de l'univers en tant que processus, c'est quelque chose de sidérant. Quand on s'approprie cette idée, c'est quelque chose de puissant, c'est quelque chose de grandiose, c'est quelque chose d'assez, je m'emporte, exaltant, et qui est un repère absolument absolu pour quiconque. Et c'est d'autant plus intéressant que, en plus, c'est pas tellement abstrait, parce que ce processus, en fait, on le sent aujourd'hui tous à travers l'accélération, justement, qui était évoquée tout à l'heure, l'accélération technologique, tout à coup, ça devient extrêmement concret. On sait tous qu'on est, en fait, dans un processus qui nous emmène quelque part, mais on ne sait pas où. Et c'est assez intéressant, par exemple, de se dire que pour nos ancêtres, c'était une idée qui était totalement inaccessible. C'était impossible de se dire que l'univers lui-même était un processus. Il y a beaucoup de philosophies, notamment orientales, qui disent oui, voilà, il y a une impermanence, tout est chaotique, etc. Mais derrière tout ça, il y a un ordre cosmique. Il y a une sorte il y a l'éternité, il y a le cosmos qui, lui, est éternel. Ce que la science nous apprend depuis 500 ans, depuis Copernic, depuis Galilée, depuis Newton, Einstein, et puis surtout depuis tout la révolution en biologie depuis les années 60 avec Lynn Margulis, je ne vais pas passer sur toutes les étapes, c'est qu'en réalité l'univers lui-même est en transformation complète, avec une séquence d'événements qui se jouent sur des centaines de milliards d'années, etc. Et que nous-mêmes sommes donc un processus à l'intérieur d'un processus. Nous-mêmes, en tant qu'individus, nous sommes un processus, et qu'en tant qu'espèce, nous sommes complètement en transformation. En transformation, d'abord biologiquement, parce qu'on continue à évoluer, et deuxièmement, par l'accélération, évidemment, que nous appliquons à nous-mêmes via la technologie. Alors,
Deuxième point, que je dirais, qui est un peu une conséquence de tout ça, je suis un animal technoïde. C'est ce que je suis. La technologie, la place de la technologie, c'est qu'en fait, depuis le début, depuis le premier jour, la première fois qu'un de nos ancêtres primates a commencé à faire un outil, il y a un truc absolument fondamental qui a changé. C'est-à-dire que, c'est l'idée du singe artificiel, au moment où l'homme commence à fabriquer des outils, en fait, il court-circuite l'évolution. Il prend une sorte de raccourci fois 1 million. C'est-à-dire qu'un prédateur qui est dans la savane, qui n'est pas adapté, nous on est là face à un prédateur, c'est une machine à tuer, c'est des grands chats, des animaux avec des griffes comme ça, des mâchoires comme ça, qui sautent sur leur proie, qui la déchirent pendant même qu'il la mange alors qu'elle est encore vivante. Nous on est absolument incapable de faire ça. On n'a pas la force, on n'a pas les mâchoires. Donc au moment, alors, on invente le grattoir pour aller en fait venir après les grands chats et venir aller manger les petits restes qui restent de viande qui restent accrochés aux os. En réalité, on fait un saut de 1 ou de 5 millions d'années, parce qu'en fait, s'il fallait attendre d'évoluer génétiquement pour petit à petit se transformer et devenir adapté à la survie dans la savane complètement compétitive avec des bestioles ayant. Donc, on change complètement le paradigme à partir de ce moment-là. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que, parce qu'on pourrait se dire, bon, voilà, aujourd'hui, bon, la technologie, c'est un enjeu absolument énorme, et le positionnement vis-à-vis de la technologie, les gens disent, c'est dingue, avec l'Internet, on est devenu complètement dépendant. On ne sait plus vivre. On ne sait plus vivre sans l'Internet, on ne sait plus vivre sans notre smartphone, etc. Et puis, moi, j'ai envie de dire, mais en fait, c'est comme ça depuis le premier jour. Un de nos ancêtres qui casse son arc, il est mort. Un de nos ancêtres qui s'est fait des chaussures en peau de bête pour marcher dans la neige et qui les perd, il est mort. Il ne peut pas survivre. Donc le pattern, c'est ça. On crée des technologies et puis on en devient dépendant. C'est depuis le premier jour la manière dont les choses fonctionnent pour nous. Deuxième élément, la technologie est utilisée pour résoudre un problème, et puis on en crée d'autres. Donc, la première personne qui a mis une graine dans le sol en se disant, en fait, il y a une relation entre cette graine et l'invention de l'agriculture, la découverte de l'agriculture, ne se disait absolument pas que 10 ou 15 générations plus tard, il y aurait une explosion de population et tout à coup on se retrouvait dans des villages à 15 000 avec des problèmes énormes, des problèmes d'évacuation des excréments, il faut inventer l'urbanisme, il faut créer des égouts, enfin des problèmes. Donc chaque fois, autre exemple évidemment, l'imprimerie, on invente l'imprimerie, puis qu'est-ce qui se passe? On imprime la Bible en allemand, ça crée le grand schisme, le protestantisme des guerres de religion, c'est vraiment un des facteurs fondamentaux des guerres de religion en Europe, c'est l'imprimerie. Ou alors la pilule contraceptive dans les années 50, et puis qui réverbère et qui est encore en train de se déployer, et les conséquences sont... Enfin, aujourd'hui, la montée en puissance des femmes, des centaines de millions de femmes qui sont maintenant sur le marché du travail, alors qu'avant... Enfin, on est en plein dedans. Dans les pays musulmans notamment, etc. Donc les technologies sont inventées, sont produites pour résoudre une chose, et puis elles en déclenchent d'autres, et puis donc la vie, finalement, c'est une sorte de fuite en avant, en fait. Et c'est ça qu'elle est, la vie. C'est pas quand on dit, mais c'est une fuite en avant, ça. En fait, il n'y a jamais rien eu d'autre qu'une fuite en avant. La vie est une fuite en avant. Il n'y a pas d'harmonie, il n'y a que du mouvement. Il n'y a que un processus. C'est la seule chose qui existe, c'est la seule chose qui est vraiment... les rêves d'harmonie et d'équilibre, finalement, c'est une fausse piste. C'est ça que j'ai envie de dire à ce petit gosse, comme je vous le dis à vous, avec conviction. Là. Et donc, ce que j'ai envie de dire à cet enfant, parce qu'on entend tout ça, donc si quelqu'un te dit que l'être humain est un cancer, parce qu'on entend beaucoup ça aujourd'hui,
On te dit, voilà, la biosphère serait complètement en bonne santé si on disparaissait. Un type comme le prince Charles en Angleterre, par exemple, on lui demande si tu pouvais te réincarner, qu'est-ce que tu choisirais? Le type y répond, je me réincarnerais en virus, comme ça je pourrais tuer il l'a dit, la race humaine, qui est en fait une aberration. Les humains sont une aberration. Et c'est une idée qui se répand beaucoup, et on peut comprendre d'où ça vient. Donc les gens qui sont angoissés par la disparition des écosystèmes, etc. Et qui disent, voilà, en fait, c'est la faute de l'homme, etc. Donc moi, ce que j'ai envie de dire à cet enfant, c'est contradicteur, énervant, de mon point de vue, c'est, voilà, ok, tout ça est vrai, mais ce qui s'est passé dans le cerveau de ce singe, ça s'est passé naturellement, ça s'est passé dans la biosphère, il n'y a personne qui... Ça s'est passé. Et donc, il faut vivre avec. Et c'est... Donc, comment dire... c'est évident que l'homme a une capacité de destruction absolument phénoménale. Il a prouvé... pas besoin de chercher les preuves. Et plus la technologie est puissante, plus le pouvoir de destruction augmente. Mais en même temps, il y a également un potentiel qui augmente. Et un potentiel de réalisation qui augmente exactement de la même manière. Et donc, on est là avec cette question de, voilà, ok, c'est comme ça s'est passé, la technologie nous transforme, on ne sait pas où on va, mais il faut essayer d'agir de la manière la plus responsable possible. Alors, troisième chose que je dirais donc à cet enfant, c'est voilà, en fait, le contexte, c'est le système solaire. Ton terrain de jeu, tu es un enfant du système solaire. Toutes les différences de langue, les différences c'est absolument trivial, c'est rien en fait, à côté du fait que tu es né dans le système solaire, et c'est ça ton identité, et c'est ça ton futur aussi. Tu es le seul animal conscient du système solaire, tu es le seul qui peut même réaliser qu'il est dans un système solaire. Aucun autre animal, bon après il y a des discussions, qu'est-ce que c'est la conscience, est-ce que... voilà, il y a des questions de définition, mais le fait est que la planète Mars, si on n'était pas là pour la voir, pour la regarder, pour l'observer, elle est là depuis 4,5 milliards d'années. Il n'y a personne qui a conscience d'autre que nous que cette planète existe. Sauf évidemment scénario. Bon après, là on est dans la SF, on a peut-être observé. Voilà. Alors ce qui est intéressant aussi de dire, c'est que le Soleil, l'héliocentrisme, donc ce que Copernic nous a apporté, c'est un concept qui n'a jamais été traduit en mythologie, par exemple. Il n'y a toutes les traditions religieuses dont nous disposons datent, en fait, leurs origines datent du néolithique et de l'Antiquité. Mais l'héliocentrisme, le fait que nous ne sommes pas le centre, donc c'est le Soleil qui est au centre et nous qui tournons autour, ça n'a jamais été traduit en mythologie. Quand même fascinant par rapport à notre identité. Donc, armé de tout ça, donc ça c'est la base, c'est le fondement de ce sur quoi je travaille. En fait, là je vous explicite tout ça, mais ce n'est pas ce que je dis dans mon travail. Moi, je suis artiste. Donc ce que je fais, c'est que j'essaie de contribuer à faire émerger cette conscience que nous sommes dans un univers en processus et que c'est ça notre identité. Je suis absolument persuadé que, pour moi cette idée est tellement forte que je n'ai absolument pas le moindre doute que dans les décennies qui viennent et peut-être dans les siècles qui viennent, c'est une idée qui va progressivement s'imposer de manière absolument totale et que toutes les autres traditions religieuses, les traditions religieuses vont graduellement s'estomper et que c'est ça qui va devenir le cœur de notre auto-représentation par rapport au monde. Maintenant, comment est-ce que je peux, moi, aider à poétiser cette chose, à la proposer sous forme
forme artistique. Et donc ma méthode, si vous voulez, en fait, donc contrairement à ce qu'on appelle justement une mythologie, un récit mythologique, je ne m'embarque pas, je n'essaie pas de pondre une grande épopée à la Star Wars ou à la Seigneur des Anneaux, qui sont d'ailleurs, c'est un peu comme ça, si vous tapez mythologie artificielle dans Wikipédia, c'est là-dessus que vous allez tomber. Mythologie artificielle, ça veut dire, la définition actuelle, c'est donc quelqu'un qui pond tout un univers mythologique, et souvent c'est Tolkien et Star Wars et quelques autres qui sont cités. Donc moi, je ne fonctionne pas sous ce principe-là. Ce que j'essaie de faire, c'est d'être le plus rigoureux possible et de créer en fait des modules, des petits modules mythologiques, poétiques, si vous voulez, qui fonctionnent comme des archétypes, ce qu'on appelle des archétypes en vocabulaire jungien, que peut-être aujourd'hui on appellerait des attracteurs mentaux ou quelque chose comme ça, et de créer une série de modules, et puis de voir comment je peux, de manière, ce qu'on appelle une méthode bottom-up en anglais, donc par des éléments tout simples, on les met en rapport les uns avec les autres, on essaie de voir ceux qui vibrent, ceux qui ne vibrent pas, et puis voilà, une méthode et ensuite évidemment injecter ça dans le système, notamment via le web, et avec un système de branding, donc un logo, un symbole, le voici. Et donc ça c'est le logo que j'ai dessiné, et qui, se demander voilà, qu'est-ce que ça vous évoque à chacun d'entre vous. Je vais vous couper la parole. Voilà. Donc les 4 flèches, c'est en fait un archétype unique, moderne, iconique, que vous retrouvez sur YouTube, dans n'importe quel programme. C'est la petite icône qui vous permet d'agrandir l'image, en fait. Full screen. Sur Vimeo, enfin n'importe quel lecteur vidéo, vous avez 4 petites flèches, bon, elles sont stylisées autrement, mais elles sont là dans le coin à droite. Cliquez dessus et vous avez la grande image. The big picture, c'est ça. Donc l'idée, c'est de prendre justement du recul et de voir la grande image. C'est ça tout le but. C'est-à-dire de nous redéfinir intérieurement et par rapport à notre vision du monde, de voir exactement l'entièreté du processus dont nous sommes issus. Et en même temps, donc, le point, c'est notre soleil, et c'est aussi donc l'expansion, l'essaimage à partir de ce point où nous en sommes aujourd'hui, et donc l'expansion dans tous les sens, dans toutes les directions, dans le temps, dans l'espace extérieur et intérieur. Alors, les modules, donc voilà, pour vous donner quelques exemples de comment je fonctionne. Donc j'ai créé un personnage qui s'appelle Mr. Generic. Alors Mr. Generic, c'est le personnage en image de synthèse le plus basique qu'on puisse imaginer. Donc c'est vraiment comment dire, le truc que vous trouvez gratuit sur Internet qui représente un être humain. C'est une structure sous forme de ce qu'on appelle un mesh qui, quand on le modélise et puis on le met dans une imprimante 3D qu'on imprime, permet par exemple de produire un masque tel que celui-ci. Donc ça c'est vraiment le personnage avec des polygones le plus basique, quoi. Le lié, ce qu'on aurait appelé le monsieur tout le monde ou le lié d'Orman. Donc c'est et qu'on peut donc, par exemple, mettre sur sa tête et avec lequel on peut commencer à jouer. Mr. Generic. Ce qu'on peut faire aussi, c'est avec la même imprimante 3D, l'imprimer en plus grand. Donc ici, on obtient voilà, un masque. On peut aussi l'utiliser comme masque, why not? Donc, m'entendez-vous? Ce qui est intéressant, alors on peut également du coup, donc c'est ce que je pense que j'essaye d'incarner avec Mr. Generic,
c'est que c'est un être humain, et en même temps, on voit bien qu'il est virtuel. Donc pour moi, Mr. Generic, c'est l'être humain en tant que processus. C'est l'être humain en tant que work in progress. C'est l'être humain inachevé. Il n'y a aucune raison de penser que nous sommes l'aboutissement de quelque chose. On est en plein dans un processus. Et donc c'est aussi une sorte d'écran blanc où on peut projeter ce qu'on veut. Donc je fais des installations où je projette des choses sur ce visage. Donc je peux projeter par exemple des masques. Ouais, ça c'est un élément. J'attire aussi un peu votre attention sur le fait que le polygone, c'est quelque chose qui est en voie de disparition. Donc cette esthétique en polygone, ça n'existe quasiment plus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, donc ça c'est ce qu'on appelle low poly, donc peu de polygones. J'ai vraiment dû demander à un designer 3D de réduire le nombre de polygones pour qu'on voit bien les polygones. Et quand j'envoie ça à l'usine de 3D printing, je dois écrire 4 fois dans les mails de grâce, garder les polygones avant de l'imprimer. Parce qu'aujourd'hui, on est dans une logique forcément, parce que les processeurs sont plus rapides, on augmente la définition, et aujourd'hui, tous les personnages virtuels, les avatars, n'ont plus ce look-là. Ça, c'est un look des années 90. Quoi. Et par contre, le même visage lissé, pour moi, n'aurait pas cette même symbolique. Et on pourrait faire presque peut-être une étude sur justement les technologies de hier ou d'avant-hier qui pourtant sont plus efficaces pour exprimer la modernité d'une certaine manière. Par exemple, si vous allez regarder la dernière production de science-fiction hollywoodienne, je pense, je sais pas, par exemple, je sais pas si vous avez vu Prometheus, mais enfin c'est dans plein de gros films, ce sont des trucs super high-tech, etc. Et ben, quand il y a un texte qui apparaît à l'écran, c'est avec un vieux curseur d'os, quoi. C'est petit. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc, nous sommes arrivés à destination. C'est le vieux truc avec le petit carré qui continue à clignoter au bout. Alors qu'on est censé être en 3000, enfin, je sais pas, en 2500. Et donc, c'est cette technologie plus ancienne. Dans Battlestar Galactica, par exemple, la série, ils ont tous des vieux téléphones à cordes. Bon, il y a une raison dans le scénario pour que ce soit comme ça. Donc voilà, Mr. Generic. Je vais faire un slide après. Donc, c'est donc un de ces modules, un de ces personnages et qui incarne donc à la fois le work in progress et un potentiel. Autre élément, autre bloc, autre pièce de Lego, ce que j'appelle les buddies. Alors, plutôt que de vous expliquer, je vais faire une pause, je vais vous montrer quelques images de buddies, vous allez tout de suite comprendre, en plus on trouve ça beaucoup pour l'instant sur le net. Donc voici un buddy. Je vais vous en montrer quelques-uns. J'imagine que vous commencez à voir apparaître un certain pattern dans ces images. La humble clé USB que vous avez tous au fond de votre poche. Voilà, donc les buddies, c'est une activité à laquelle je me livre depuis que je suis petit. En fait, je photographie des objets avec des tronches, si on peut dire. J'ai produit notamment un petit livre de buddies. Ce qui est intéressant avec le fait de chercher des buddies, de les photographier, moi j'appelle ça de faire leur portrait,
c'est que c'est quelque chose qu'on reconnaît. On peut être n'importe où sur la planète. Une fois qu'on voit les buddies, on les voit. C'est-à-dire que si je fais feuilleter mon petit bouquin, ou même peut-être que vous allez, en sortant d'ici, jusqu'à coup, dire « Ah tiens, il y a un buddy là ». C'est vraiment absolument classique. Donc, de la même manière que, par exemple, à une époque, il y a assez longtemps, j'ai passé 1 an et demi dans le Sahara à dormir à Belle Étoile. Et toutes les nuits, je regardais les étoiles. J'avais en plus une carte du National Geographic avec les constellations. J'ai appris les constellations. Tout à coup, je commençais à... Ah ben oui, voilà, ouais, ça c'est le lion, ça c'est le scorpion, ça c'est l'andromède, ça c'est le bazar, etc. Et donc, depuis que j'ai emmagasiné ça, je peux être n'importe où sur la planète, si je lève le nez la nuit et je reconnais, voilà, je connais ce paysage-là, c'est mon paysage, c'est moi ça, je connais, voilà, c'est chez moi ici, j'appartiens. Donc les buddies, c'est un peu, bon, c'est moins, c'est pas les étoiles, mais ça a une fonction un peu similaire, c'est-à-dire que les buddies, en fait, ils sont partout. Si on commence à les voir, ça peut même être carrément dangereux, parce que même une bagnole qui arrive, si tu conduis, qui freine, et puis tu vois tout à coup, mais tiens, on peut être complètement hypnotisé tout à coup quand on commence à voir les buddies, ils sont absolument partout autour de nous. On marche dessus, on ouvre la porte, et je me rends compte que c'est un buddy, etc. Donc quelque part, ça fait ce que, enfin bon, dans mon discours sur la mythologie, ce qui est intéressant, c'est qu'il rend le paysage local familier tout à coup. C'est comme une couche de poésie finalement, mais qu'on crée et qui se superpose de nouveau on va dire la platitude telle que du paysage tel que l'apprécierait une personne légèrement déprimée par exemple. C'est une sorte de couche poétique qui est juste là et qui est en fait totalement partout dans nos paysages actuels. Parce qu'on peut se dire, ok, nous sommes coupés de nos sources mythologiques, on ne voit plus les étoiles. On est coupé de la mort, puisque la mort se passe loin dans les vieux, on les fout dans des trucs. Ben, la mort, on peut très bien avoir 50 ans et jamais avoir vu un mort, par exemple. On ne tue plus nous-mêmes nos animaux, on les fait faire dans des usines industrielles. On ne voit même plus la maladie. Donc, toutes les sources mythologiques, en réalité, qui nous font nous rendre conscience que nous sommes ici, vraiment, que nous sommes vivants, en fait, on est coupé de ces sources. Surtout avec tout le monde qui fonce vers les villes partout sur la planète, quoi. Et donc, quelque part, les buddies, c'est peut-être un début, justement, de quelque chose, si on a envie de le voir comme ça. Et moi, évidemment, ce qui m'intéresse, c'est le buddy est-il une métaphore? Et s'il est une métaphore, de quoi est-il une métaphore? Évidemment. Et la réponse m'est évidemment sautée au visage. C'était un beau matin, là, je n'ai plus. Mais c'est qu'en fait, le buddy, c'est littéralement le visage humain de la technologie. Et alors, de nouveau, dans ma pratique artistique, ce qui est intéressant, c'est que, du coup, si j'imprime un buddy, par exemple, voilà, celui-ci, vous connaissez peut-être, et que je l'utilise comme masque de nouveau. Ou encore celui-ci. Télécommande Philips que j'ai trouvé chez ma mère. Et donc de nouveau, ça devient une sorte de module qui me permet par exemple de créer une image comme celle-ci, que j'ai fait dans la forêt au Brésil. Je me suis mis ce masque sur la tête et j'ai fait une série de performances dans la forêt, tout seul. Des performances pour la forêt, pour les animaux qui voulaient bien me regarder, les oiseaux qui passaient, etc. Et heureusement, il y avait quelqu'un qui m'a pris en photo aussi quand même. Et donc pour moi, ça c'est vraiment voilà, l'illustration justement poétique de ce que je disais tout à l'heure. Je suis un animal techno-humain dans la biosphère qui m'a produit. Donc tous les éléments sont là. Donc pour moi, ça c'est vraiment une image qui... Alors après, les gens sont très forts dans le sarcasme et dans le second degré.
Et donc ils me disent, ah, c'est une critique de la société de consommation, ben, ou des trucs comme ça, quoi. Mais moi, pas du tout, en fait. Pour moi, c'est vraiment une image premier degré, pour moi, qui me dit, voilà, c'est ce que je suis. Ça, c'est moi, en fait. Alors, il y a moyen, de nouveau, en combinant, donc, par exemple, Mr. Generic et les Buddies, de créer des images comme celle-ci. Donc là, c'est en l'occurrence Mrs. Generic. Ça, c'est des études que j'ai faites, j'ai des centaines d'images de ce genre. Ou une image comme celle-ci, Mr. Generic avec son masque ou dans une dimension plus érotique, qui est donc une série d'études de ce genre-là, avec donc sur le thème, enfin, c'est ce que moi j'y vois, de la fécondité, c'est-à-dire qu'on est dans une crise de fécondité. La biosphère est vraiment attaquée dans sa fécondité elle-même, donc dans son pouvoir de vivre. Nous-mêmes, il y a de plus en plus de gens qui ne parviennent plus à concevoir des enfants. Et ce qui est intéressant, c'est que le mot fécondité, c'est aussi la fécondité de l'imaginaire, la fécondité de l'esprit. Et donc, c'est comme si aujourd'hui, notre fécondité biologique et la fécondité de la vie devenaient dépendantes de la fécondité de nos esprits, de la fécondité de nos imaginaires. Donc on doit chercher, on continue à chercher. Donc, on doit s'acharner, se casser la tête pour voir comment on va pouvoir surmonter tous les problèmes de fécondité, finalement, qui pourraient être un thème général. Ok, on est dans une crise écologique, en fait, c'est une crise de fécondité, une crise de durabilité. Et ce qui est évidemment absolument incroyable dans cette histoire de durabilité, c'est que la durabilité, si c'est vraiment durable, c'est bon pour 100 millions de générations. 1 million de générations. Alors que si c'est pas durable, c'est fini, par définition. Donc on est à un moment tellement charnière de notre histoire qu'on s'en rend pas vraiment compte. Mais en réalité, si on se projette de nouveau dans la vie et qu'on se dit qu'on va avoir en fait pendant des millions d'années encore des descendants, on se rend compte que le moment dans lequel on est absolument incroyablement passionnant en fait. Est-ce qu'on va y arriver, oui ou non? Autre manière de décliner les buddies, c'est les buddies géants. Et donc là, géant, là, il fait 3 mètres, en fait, c'est la photo qui est un peu prise comme ça. Mais donc là, l'idée, c'est, voilà, la humble clé USB qui devient un peu comme une sorte un peu à la manière des statues de l'île de Pâques qui viennent se mettre dans le paysage pour devenir de nouveau des sortes de repères par rapport à notre identité, par rapport à notre appartenance. Troisième exemple de module, c'est ce que j'appelle les mind objects, alors les objets mentaux. Donc ça, c'est un projet avec une série de petits films d'1 minute que je considère un peu comme des teasers. Donc vous connaissez tous le concept de la bande-annonce, donc le trailer. Le trailer, c'est une sorte de montage condensé du film qu'on va voir. Bon, alors pas nécessairement dans l'ordre, c'est juste censé vous donner envie d'aller voir le vrai film. Le teaser, c'est un peu le même principe, sauf que c'est plus une petite scène du film qui vous met plus dans l'ambiance du film et qui est censé vous donner envie de voir la suite. Et donc ici, je crée des teasers, une série de teasers pour un film qui est à imaginer. Pour l'instant, j'en ai produit une douzaine, j'en ai gardé 4, et je compte petit à petit ajouter des mind objects à ceux que j'ai déjà créés. Je vais vous en montrer un.
Alors maintenant, je vais vous donner, pour terminer, un exemple d'une installation, donc des projets plus alors là, je vous ai montré les éléments, les modules, les blocs de construction, si vous voulez, de ma méthodologie de travail. Donc là, par exemple, je suis en train de préparer un projet qui s'appelle Offspring, donc progéniture, justement, les bébés, qui va être présenté ici dans le quartier, pas loin. Donc c'est l'ascenseur à bateau de Strepi, c'est le plus grand ascenseur à bateau du monde. C'est une structure de 160 000 tonnes de béton qui a été inaugurée il y a quelques années, qui permet donc, avec une dénivellation de 75 mètres, de faire passer des péniches industrielles qui viennent de France. Elles montent de 75 mètres, hop, et elles partent vers la Ruhr en Allemagne. Donc c'est, voilà. Je vais vous faire remarquer en passant qu'il y a un peu une tronche de Buddy à mon avis. Donc je vais peut-être proposer de lui rajouter quelques petites touches pour que ça sorte mieux. Voilà. Alors, ce site se présente sous la forme d'une salle. Donc ici, on est à environ 10 mètres de large sur 100 mètres de long. Et je vais travailler dans le premier tronçon ici, donc la première porte, on est dans un espace de 25 mètres sur 10. Et vous remarquerez qu'ici, sur le côté, il y a des câbles. Ce sont des câbles comme ça, et c'est les câbles qui, en fait, soutiennent les contrepoids de... Donc, c'est vraiment un ascenseur, quoi. Donc, c'est un bac avec des bateaux, il y a des câbles, il y a des contrepoids qui descendent dans l'autre sens. Ce qui est évidemment intéressant dans le cas de ce truc, c'est que chaque contrepoids est un bloc de 1000 tonnes. Je ne sais pas si vous... Il faut vraiment le voir pour le croire. Donc, un bloc de béton de 1000 tonnes. Et j'ai proposé donc le projet. Donc je crée en fait un bassin d'eau et sur un grand écran donc, qui fait, on avait prévu 10 mètres sur 6 en fait, il faudra laisser des petites... Bon, là, je passe les détails. Je projette des images en haute définition de Hubble que je vais mettre en mouvement. Et ces images de galaxies qui tournent, etc., vont se refléter dans l'eau. Et dans l'eau, il y a des petits personnages qui sont donc dans l'eau jusque-là. Je les appelle les bébés cyborgs, ou parfois mind children, les enfants de l'esprit, avec des iPads à la place de la tête. Et donc en fait, il y a d'une part les galaxies qui tournent, il y a les petits personnages dont la tête évolue. Au moment, il y a des buddies qui viennent se mettre. Je n'ai pas encore fait réaliser le film. Peut-être qu'à un moment, il y aura des têtes d'animaux, peut-être même des êtres humains. Enfin, on va voir. Et donc, au fur et à mesure que le truc tourne, ça change. Donc, alors, il y a une masse sonore assez conséquente donc, qui enveloppera toute l'installation. Et alors, cerise sur le gâteau, quand un bateau passe et que les blocs donc, débarquent il faut savoir, donc, je vais revenir en arrière de 3 slides, pardon, 2, c'est qu'ici on a des parois qui font 45 mètres de haut. Donc ces blocs ils montent et puis ils montent à 45 mètres. Je ne sais pas si vous voyez quoi, c'est carrément ça fait de mal. Et donc, cerise sur le gâteau, les attaches de ces blocs sont des buddies. Moi j'ai sauté en l'air en voyant ça, évidemment. Je me suis dit, c'est pas vrai. Et donc ça, c'est donc une structure de 2 mètres sur 2, c'est un gros truc. Et donc je l'ai modifié un tout petit peu pour en faire une sorte de masque d'ancêtres, je les appelle les ancêtres. Et c'est donc ça veut dire que dans ce paysage une projection dans le futur, on va voir les ancêtres sortir du sol et monter vers le ciel. Donc il y a 4 attaches comme ça, 2 de chaque côté, qui vont donc monter et descendre sur les côtés. Et alors ce que je fais, c'est que je réverbère ça aussi dans la tête des petits. Il y a une sorte de résonance entre ce qui se passe autour et ce qui se passe. Voilà.
à l'intérieur. Ça, c'est un exemple d'installation que je prépare. J'en ai 6 ou 7 autres en développement. Et alors, voilà, donc il y a un processus de développement de cette vision, de cette imagerie. Et alors, mon but, enfin, mon objectif secret, c'est en fait, par rapport à cette image-là, c'est d'approcher les agences spatiales, donc les agences spatiales publiques, la NASA, l'ESA, les Russes, les Chinois, l'Inde, mais aussi les agences privées, pour leur suggérer d'envisager de mettre ce logo sur les fusées, sur les engins qui vont, les robots et les petits véhicules qui vont aller sur les autres, qui vont aller sur Mars. Donc un logo qui ne représente pas une corporation, ou un pays, ni même une organisation, mais qui est juste une image de notre identité collective en tant que conscience, être conscient du système solaire. Alors j'ai approché la société Mars One, qui est la première, c'est les gens qui veulent mettre 4 personnes sur Mars en 23, un voyage aller simple et financé par un système de reality TV, de télé-réalité, donc je vais les voir, discuter avec eux. Et donc je commence un processus, je vais être conseiller poétique pour ce genre de librius qui font des trucs très excitants, en même temps qui sont parfois un peu à côté de la plaque, au niveau justement, ils ne se rendent pas compte que c'est notre imaginaire qui est en jeu, tout notre imaginaire. Donc eux, ils parlent par exemple ils sont très excités par leur propre rhétorique de télé-réalité. Un des conseillers c'est le gars qui a inventé Big Brother, qui était un Hollandais dans une société hollandaise. Il parle de taux d'audience, de machin, et moi je dis, ben voilà, il y a autre chose derrière tout ça. Ce sont nos rêves que vous êtes en train de... Si vous faites un truc vulgaire ou plat, ou truc, vous risquez carrément de nous briser complètement notre imaginaire, et cette fois-ci peut-être pour toujours. Il faut être extrêmement prudent et faire des choses qui nous inspirent, et pas des choses qui nous dégoûtent de nous-mêmes. Si on voit un type sur Mars en train de faire l'imbécile, je veux dire, c'est pas ça qu'on a envie de voir. On a envie que ce soit le meilleur de nous qui soit envoyé vers l'extérieur. Donc voilà, on a déjà l'expérience de ce qui s'est passé au moment de la destruction de l'Amérique par nos ancêtres européens. Ça a été absolument... Il ne faut pas répéter la même chose quand on débarque dans un nouveau thème, quoi. Voilà, je crois que... C'est ok. Merci. Merci Bob. Est-ce qu'il y a des réactions, questions? Oui, Peter. Oui, d'abord, merci beaucoup. Je trouve déjà ta présentation est clairement une performance, comme j'adore. C'est auto-référentiel. Hein. Dès qu'on commence à parler dès le moment qu'on se dit que l'univers est un processus et que je suis dedans, tout ce que tu fais, forcément, devient une sorte de drôle de loup qui se fait. Tout devient, en fait, quelque chose de potentiellement auto-réalisateur, self-fulfilling prophecy. Et donc, c'est très étrange comme étape de s'approprier cette idée, quoi. Ouais. Mais excuse-moi, je t'interromps. Non, ça continue, tu vois. Juste la question, c'est est-ce que dans tes pensées, un peu moins les extraterrestres, donc il n'y a pas forcément de forme de vie hors de notre système planétaire? Je ne sais pas, c'est une question évidemment. Tu laisses ça plutôt ouvert. Mais dans les deux cas, c'est intéressant. Soit on n'est pas seul et c'est formidable, enfin c'est excitant, on verra bien. Mais même si on est les premiers, disons, à accéder à avoir cette espèce d'accident à la fin du monde du travail, c'est assez incroyable aussi. Ça veut dire que c'est nous, en fait, qui avons la responsabilité d'essaimer. On est les premiers, quoi. Donc dans les deux cas, moi je ne suis pas... Il y a beaucoup de gens qui sont des sortes de prophètes, quoi. Des gens qui sont... je pense notamment aux transhumanistes en Californie, etc. Même des gens qui ont peut-être des raisons. Donc des gens qui sont complètement qui voient le développement d'une technologie, qui en voient vraiment le potentiel, mais qui commencent à faire des prophéties. Voilà, c'est ça qui va se passer. Il va y avoir la singularité. Je pense à des gens, vous connaissez sûrement des gens comme Kurzweil, Ray Kurzweil ou Peter Diamandis, ou
Donc il y a beaucoup de prophètes, des gens qui annoncent, voilà, c'est ça qui va se passer. Moi, en tant qu'artiste, je me sens plus comme un chaman plutôt. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il y a dans nos têtes maintenant, aujourd'hui. Et je suis complètement passionné par les développements, mais je n'ai pas envie de dire c'est ça qui va se passer. Je trouve que c'est plus intéressant de trouver une sorte de niveau, de nous penser symboliquement à l'intérieur, parce que c'est un travail qui doit absolument être fait. On va updater. Il n'y a plus rien eu depuis les religions. Depuis le début, depuis Copernic, on n'a plus rien fait en réalité. Comme je disais, l'héliocentrisme n'a jamais été traduit en mythologie. Il y a vraiment une crise là. Et ça, on peut en parler pendant des heures. Pourquoi? C'est très intéressant comme sujet. Donc, pour moi, les deux scénarios sont intéressants. Qu'on soit seul ou au milieu d'une galaxie pleine de... D'autres réactions, sinon on passe au suivant. On avait de l'avance, on a pris un peu de retard, certes passionnant, dans la cosmologie.